Admettons qu'on ait maintenant une densité surfacique de charge uniforme placée à la surface d'un cylindre ici. Ce cylindre, on va dire qu'il a pour rayon R et comme hauteur H. Il est bien plus pratique d'utiliser les coordonnées cylindriques dans ce cas-là parce qu'elles vont nous permettre de beaucoup plus facilement décrire la géométrie de cette surface. En effet, quand on utilise R, θ et Z pour repérer un point quelconque de l'espace, un point de cette surface il sera caractérisé par un petit r qui vaudra pour toujours grand R, un θ qui devra en réalité être compris et prendre n'importe quelle valeur sur 0,2π, et Z qui devra appartenir à 0h. Tout point qui satisfait ça est un point qui se situe sur ma surface. Maintenant, prenons un point ici. Alors on va prendre le point M, on va prendre ce point-là, qu'on va appeler M. On va oublier que celui-là s'appelait M aussi. Et ce qui se passe si jamais on fait varier θ de dθ, c'est qu'on va partir en excursion comme ça le long du cylindre. Si on fait varier Z entre Z et Z plus dZ, on va partir dans cette direction-là. Si on fait varier les deux, on parcourt cette petite surface élémentaire. Hop. Alors, cette surface élémentaire, elle a pour hauteur dZ et elle a pour côté R dθ. Alors ici, petit r vaut grand R. N'empêche, ça nous permet de spécifier l'élément différentiel surfacique. Ici, c'est R dθ. Alors ça pourrait être un petit ou un grand R, c'est pas grave. Je mets un grand R pour signifier que le petit r est constant. dz. La charge totale du coup portée par cette interface, par cette surface, c'est l'intégrale double de sigma ds. Donc là, on n'a pas spécifié de variable, mais là, à partir du moment où on va remplacer ds par son expression, ça fait du sigma r dθ dz. La première intégrale porte sur θ, elle va donc de 0 à 2π. La deuxième va de 0 à h parce qu'elle porte sur z. Évidemment, la fonction qu'on trouve à l'intérieur, elle est constante, donc elle est séparable. Si je veux, ce que je peux faire, c'est sortir sigma r, qui sont des constantes, complètement de l'intégrale, et puis séparer, dire que c'est 1 fois 1 fois dθ fois 1 fois dz. Donc séparer en l'intégrale de 0 à 2π de dθ et l'intégrale de 0 à h de dz. Et évidemment, si on intègre, ça fait sigma r, l'intégrale de 1, c'est θ, si on a intégré par rapport à θ, entre 0 et 2π. L'intégrale de dz, enfin l'intégrale de 1, la primitive de 1, quand on intègre par rapport à z, c'est z, pris entre 0 et h. Et ça fait 2π r h sigma. Alors c'est pas étonnant du tout et c'est le résultat auquel on pouvait s'attendre. Ce qu'on trouve, c'est ici la densité surfacique de charge en coulombs par mètre carré. Et ici, eh bien tout simplement la surface extérieure du cylindre. Et c'est bien la circonférence du cercle, 2πr, fois la hauteur du cylindre h. Donc là, ce qu'on a montré, c'est qu'en prenant comme élément différentiel r dθ dz, on arrive à trouver l'expression de la surface extérieure du cylindre. Dernier cas, sans doute le plus intéressant, le cas de la sphère uniformément chargée en surface. Donc, elle a pour densité surfacique de charge sigma, et pour rayon, on va appeler le rayon grand R. Bon, alors en réalité, grand R, c'est égal à petit r, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je noterai indifféremment petit r ou grand R, suivant mon humeur. Je essaierai de vous expliquer mon humeur. Donc les trois coordonnées qui permettent de repérer n'importe quel point, c'est r, θ et φ. R, dans notre cas, si on se balade sur la sphère, il vaut grand R, c'est ce que je viens de dire. θ, il va pouvoir prendre n'importe quelle valeur entre 0, auquel cas il est ici, et pi, auquel cas il est de l'autre côté. Mais pas plus, on ne le fait pas revenir après.
parce que c'est phi qu'on va faire tourner complètement tout autour, là. Donc phi va aller de 0 à 2pi. Donc θ appartient à 0 pi, et phi appartient à 0, 2pi. Bien. Maintenant, imaginons notre point M ici. Si jamais on augmente θ de dθ, on voit que le point M se déplace de R, vous êtes habitué maintenant au raisonnement, de R dθ. Je vais le noter comme ça, car telle est mon humeur. Et puis ici, on fait varier phi. Il va se déplacer dans cette direction-là. La seule chose, c'est qu'il décrit dans ce cas-là un arc de cercle dont le rayon vaut R sinus θ. Donc, du coup, là, on va noter que le côté de ça, c'est R sinus θ dφ. Puisque c'est l'angle multiplié par le rayon du cercle. Et du coup, ça délimite une surface. Si on fait varier les deux à la fois, θ de θ à θ plus dθ, phi de phi à phi plus dφ, alors dans ce cas-là, ça nous délimite une surface élémentaire. Et cette surface élémentaire, c'est à peu près à ces échelles-là, on a zoomé, c'est en gros un rectangle, c'est R dθ fois R sin θ dφ. Ce qu'on peut écrire R carré sin θ dθ dφ. Bien, on a donc progressé sur la voie de la formalisation et du calcul de la charge complète portée par cette sphère. Donc c'est sigma fois R2 sin θ dθ dφ. Et à partir du moment où on fait ça, on a remplacé le ds ici, et bien il va falloir spécifier les bornes. Pour la première variable, c'est-à-dire θ, on va de 0 à pi. Pour la deuxième, on va de 0 à 2pi. Alors, autant sortir directement tout ce qui est constant. Ce qui est constant, c'est sigma fois r au carré. Je le garde toujours là, juste parce qu'on se retrouvera avec d'autres cas, des cas où petit r peut varier, et finalement, pour conserver une certaine unité de notation, je vais garder le petit r tout du long. Bien, maintenant, il nous reste l'intégrale de 0 à pi, 2, et quand on va séparer, donc la partie constante, elle est sortie, cette partie-là, c'est la partie qui dépend de θ, donc on la reporte ici, sin θ dθ, et en réalité, c'est multiplié par la partie qui dépend de phi, c'est-à-dire 1, implicitement, et ce 1, on le garde juste dans l'intégrale sur phi. Alors, sigma R2, une primitive de sinus, c'est moins cosinus θ. Et oui, quand on dérive cosinus, ça fait moins sinus. Du coup, ça va être moins cos θ qu'on va prendre entre 0 et pi. Et une primitive de 1, si on intègre par rapport à phi, c'est juste phi entre 0 et 2pi. Cette valeur-là, ça va être 2pi moins 0, donc ça va faire 2pi. Et ici, c'est différent. Moins cos θ en pi, cos θ vaut moins 1, donc ça fait moins 1, moins, et en 0, cos θ vaut en fait 1. Donc, avec le moins qui se trouve devant le cosinus, ça fait moins 1. Du coup, on a moins 1, moins 1, et ça fait 2. Ce qui fait qu'on obtient comme expression finale 4pi R2 sigma. Et là encore, ce n'est pas un résultat surprenant. Le sigma, quelque part, on aurait pu le sortir dès le départ. C'est pas un résultat surprenant parce que c'est juste la surface de la sphère multipliée par sa densité surfacique de charge. Et donc ce qu'on a montré, c'est que ce petit raisonnement ici, sur l'élément différentiel, l'élément infinitésimal de surface, permet de montrer que la surface de la sphère, c'est bien 4pi R2. Et ça, il faut le retenir parce que dès que vous rencontrez une densité surfacique homogène à la surface d'une sphère, vous savez que c'est sigma fois forcément la surface de la sphère, 4pi R2.
une distribution surfacique, ça crée évidemment un champ. Alors, quel est le champ créé au point M par une distribution surfacique donnée? Eh bien, il va falloir considérer que c'est le champ créé par des charges presque ponctuelles. Donc, vu de loin, la charge dQ portée par une surface élémentaire ds, c'est-à-dire sigma de P ds, eh bien, cette charge élémentaire crée juste un champ qui est donné par la loi de Coulomb. 4pi epsilon 0, Pm, alors ici on va prendre O cube fois Pm, puisque la charge est située en P. Et puis, évidemment, on est sur une surface, donc il va falloir sommer, et c'est forcément une intégrale double, parce que c'est une intégrale sur ds, il va falloir sommer sur l'ensemble de la surface. Donc ça, c'est l'expression du champ. Évidemment, quand on a écrit ça, là encore, comme dans le cas de la circulation, on n'a pas vraiment écrit le calcul qu'il fallait faire, mais on va choisir des coordonnées adaptées à notre calcul, cylindrique, sphérique ou cartésienne. Et une fois qu'on aura fait ça, on remplace ds par l'élément de surface, on fait intervenir, on écrit Pm à la fois le vecteur et la distance en fonction des différentes coordonnées, celle de M et celle de P, et puis on intègre donc sur toutes les valeurs des coordonnées qui permettent de parcourir l'intégralité de la surface. On verra, ou pas, si vous avez de la chance ou pas, des exemples de calcul de champ de cette façon-là. Évidemment, on peut aussi faire le calcul du potentiel généré par cette distribution. Et là aussi, tout est linéaire, c'est-à-dire que le potentiel au point M, c'est simplement la somme des potentiels créés par les charges dQ au point P. Donc je peux l'écrire comme ça. Ça, c'est le potentiel d'une charge qui se situe au point P et est créée au point M. Et il faut sommer toutes ces charges. Comme ici, on est dans le cas d'une distribution surfacique, en fait, il s'agit d'une intégrale surfacique. Et évidemment, quand on a écrit ça, on n'a pas vraiment écrit quoi que ce soit. Si on veut vraiment calculer ce potentiel, il va falloir absolument remplacer ds, choisir les bonnes coordonnées, remplacer ds par son expression fonction des coordonnées, utiliser les coordonnées pour exprimer Pm, puis intégrer. Dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on peut gérer cette fois des distributions volumiques.